Lors du dernier congrès de l'Institut d'études de la famille de Bruxelles, où je suis intervenu, il apparaissait clairement que les jeunes thérapeutes familiaux, ceux que j'appelle de troisième génération, utilisent pour des outils de médiation type objet transitionnel ou type objet flottant pour permettre à leurs patients, aux couples qu'ils consultent ou aux familles, de pouvoir exprimer indirectement et de façon métaphorique leurs souffrances et leurs blessures. Me concernant, effectivement, dans le cadre des formations à la thérapie familiale et à la thérapie de couple, nous sommes amenés au cours des groupes de supervision et des groupes d'analyse de la pratique qui arrivent en troisième et quatrième année, nous sommes amenés à approfondir ces techniques et à sensibiliser nos stagiaires à ce type de pratique. Mais personnellement aussi, je dois dire que compte tenu de qui je suis, à savoir un thérapeute de deuxième génération, sachant que je considère que la première génération, ce sont les pionniers en thérapie familiale type Mara Selvini, type GLA, type Bowen, etc. Donc compte tenu de qui je suis et compte tenu aussi des théories qui m'intéressent, comme l'autoréférence, le constructionnisme social, je dois dire que j'ai un goût plus particulier pour la méthode qui consiste essentiellement à se servir de soi comme outil thérapeutique. Alors, en 2016, dans le cadre du SECOF, nous avons organisé un colloque qui s'intitulait « Jusqu'où et comment se servir de soi comme outil thérapeutique ». Colloque auquel participaient Moniel Caïm, Serge Tisseron, Robert Neuburger et moi-même. Après, j'aurais envie de dire, 40 ans de pratique en thérapie familiale et en thérapie de couple, il m'apparaît une constatation qui peut paraître évidente pour certaines, mais il a fallu que je fasse ce chemin pour y adhérer complètement, et peut-être aussi, compte tenu de mon expérience et compte tenu de ma formation initiale de psychanalyste, je crois que un thérapeute, avec ses sensibilités, avec ses émotions, avec son histoire et avec ses faiblesses et avec ses résonances, est un outil extraordinaire pour le patient et un outil plein de ressources. Alors effectivement, à partir du moment où nous choisissons cette voie-là, il s'avère que le thérapeute doit être quelqu'un d'audacieux, quelqu'un de créatif, mais aussi de quelqu'un de prudent. Et c'est effectivement les groupes de résonance que nous organisons et qui consistent à une dizaine de journées de formation par session de 2 jours. Dans ces groupes-là, on se donne pour principale tâche d'aider les thérapeutes en formation de pouvoir trouver la juste place qu'ils estiment devoir avoir face à ceux qu'ils viennent consulter. Cela veut dire que, d'une certaine façon, la résonance, j'aurais tendance à dire que correspond à l'approche chez M. Jourdain. Un thérapeute est toujours en résonance. Un thérapeute est toujours en résonance et, d'une certaine façon, il n'a pas besoin d'analyser ou de se pencher sur cette résonance à partir du moment où, d'une manière générale, son histoire personnelle présente suffisamment d'écart avec l'histoire personnelle de ceux qui sont en face, et cet écart permet une flexibilité, et d'une certaine façon, le thérapeute, d'une manière générale, n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Bon, alors, c'est parce que nos idées, pour nos patients, ne sont pas séparables de ce que nous sommes, ne sont pas séparables de nos histoires, que, effectivement, il est important qu'un thérapeute prenne conscience continuellement de ces résonances. Et en prenant conscience de ces résonances, on arrive à rendre perméables les constructions du monde, c'est-à-dire, par exemple, la construction du monde qu'un thérapeute peut avoir, par exemple, par rapport à la question de l'argent,
par rapport à la construction du monde que celui ou celle qui est en face de lui a vis-à-vis de ce même thème. Bien, la résonance, en fait, c'est à quoi sert la résonance? La résonance sert à se protéger de l'articulation qui s'établit entre les différentes constructions du monde. Et que, à partir du moment où on se protège de ces différentes constructions, on arrive à saisir une synchronie bienveillante. Une synchronie bienveillante qui va nous permettre effectivement de pouvoir éviter d'être agi par les idées de l'autre et de pouvoir retrouver sa propre liberté. Mais bien entendu, on le sait tous, parfois il peut y avoir un élément dormant dans l'histoire du thérapeute qui peut s'amplifier d'une manière telle qu'il envahit plus que son espace personnel. Et ce sont ces éléments dormants-là qu'il est important de regarder et de pouvoir être vigilant. Du coup, nous nous rendons compte que effectivement, nous pouvons être amenés, à cause de ces éléments dormants, à être agis à notre insu et à l'insu de ceux qui sont en face de nous. Et si effectivement nous ne faisons rien vis-à-vis de cette situation-là, eh bien, c'est une danse qui risque de pousser à la répétition et non au changement nécessaire, voire recherché quand les gens viennent nous consulter. Donc, je veux dire, d'une certaine façon, plus nous sommes en tant que thérapeutes libres, plus nous permettons à ceux qui viennent nous consulter d'accéder à cette liberté. Donc, au fond, comment passer d'une synchronie néfaste à une synchronie bénéficiaire? Tel est l'objet de ces groupes de formation dits groupes de résonance.